Hey, c'est tous les deux, aujourd'hui on se retrouve pour une review que j'ai failli oublier de faire. Blaster Legacy est un repack et léger repaint de Blaster Kingdom, arrivé tellement à la fin de la gamme qu'il s'en retrouve quasiment inexistant. Mais au moins, la version que je présente, dont les différences se limitent à un rouge un peu altéré, peut se trouver relativement simplement. Blaster est l'équivalent Autobot de Soundwave, expert en communication, il est ouvert, amical et chaleureux, et se transforme en poste radio et lecteur cassette. Il adore la musique et est souvent accompagné de toutes ses cassettes pour l'aider. En fait, c'est Soundwave s'il n'était pas émo. Je vais faire un peu le tour de la boîte puisqu'il s'agit d'un format encore inédit dans mes reviews. Les boîtes de Legacy ont changé par rapport au War for Cybertron avec un encart plus petit et sans vitre à l'avant. Le carton est d'ailleurs plus fin que pour les précédentes gammes, mais la boîte n'en reste pas moins bonne. La forme est plus complexe et même si ça me fait un peu peur pour le rangement, ça me plaît pour l'esthétique. Et les couleurs! Legacy offre des visuels colorés, pleins de relief et qui donnent vraiment envie d'exposer les dessins. Et la démarche de mettre moins de plastique dans les emballages, c'est toujours bien. Blaster a droit ici à son quatrième jouet en chug. Il était sorti dans Universe 2.0 comme repaint de Soundwave Cybertron, en Generations FOC comme repaint et remold de Soundwave de la même gamme, et dans Titan's Return en Leader Class où il a été ensuite modifié pour devenir Soundwave. Je me demande toujours si le choix de cette classe était là pour que Soundwave aille avec Megatron et les Seekers Combiner Wars, pour que les cassettes soient des Legends de taille normale, ou par simple référence au jouet G1 qui était beaucoup plus grand que Soundwave ou Optimus. Mais ce blaster-là est différent. Il est le deuxième dont le mode alternatif reprend le lecteur cassette du jouet G1, et le premier qui n'a pas été modifié depuis un Soundwave, et dont aucun Soundwave ne devrait émerger, selon toute vraisemblance. Le mold ne correspond juste pas. On a donc ici un petit lecteur cassette rouge et gris, avec une très belle porte jaune. Lors des premières images, j'ai trouvé que l'avant, surtout la partie rouge, était très chargé en détails, un peu trop à mon goût. C'était à cause de ses applications de peinture noire. Mais en main, ça passe très bien et ça compense des surfaces qui auraient été trop monochromes sans ça. La porte s'ouvre en appuyant sur les boutons en dessous. Quand je l'ai eu, je croyais qu'il fallait appuyer vers le bas, mais non, c'est vers l'intérieur. Et ça nous révèle l'emplacement pour mettre une cassette Siege, ce qui est donc trop petit pour des cassettes G1 ou Masterpiece. Je note que la porte est une pièce rouge peinte en jaune avec seulement l'encart en plastique transparent. C'est rassurant pour la solidité, même si j'ai un peu peur pour la peinture si on l'utilise trop souvent. Et pour le reste, c'est une brique améliorée. Les haut-parleurs sur les côtés sont très beaux, avec les protections devant qui donnent un beau relief. Aucun bouton de tourne, mais c'est normal. La poignée est une pièce importante de Blaster et ils l'ont bien représentée ici. Malheureusement, c'est un peu trop petit pour passer ses doigts dessous. Mais si vous pouvez, vous êtes sûrement trop jeune pour regarder une vidéo sur internet. Depuis l'arrière, on voit le bassin de Blaster ainsi que son dos. On devine aussi ses bras. C'est normal et je ne m'en plaindrai pas. J'ai payé pour un Voyager, pas pour un Masterpiece. Quoique justement, Blaster Masterpiece existe et pourrait être parfait pour le représenter en mode alternatif avec les Generations. Blaster vient avec son arme, très proche de celle du jouet G1, mais qui se range assez mal à l'arrière du mode alternatif. On a bien deux pegs 5 mm qui tiennent la poignée en mode robot, mais le fusil dépasse forcément sur le côté ou en bas si on les utilise. Et si on l'attache avec la poignée, l'arme part beaucoup trop loin en arrière. On peut l'utiliser à la limite comme antenne. Et dans un détail étonnant et un peu dommage, l'arme n'est pas compatible avec les effets de tir de la trilogie précédente. C'est d'autant plus dommage qu'il a été édité dans Kingdom et qu'il n'est donc pas compatible avec ses effets. Et pour son deuxième accessoire, il s'agit de Eject. Eject, que l'on ne confond pas avec Rewind, parce que le cartoon ne s'est pas planté dans leur nom au moment de n'en mettre qu'un seul à l'écran pendant toute une saison, est un amoureux de sport. Toute sa personnalité et ses envies sont centrées autour des pratiques sportives, et il aimerait pouvoir terminer la guerre sur un match entre Autobots et Decepticons. Eject a été fait ici dans un mold totalement nouveau, plutôt qu'un remold de Rumble et Frenzy Siege. Il prend la forme d'une cassette plus réaliste, notamment pour les trous présents sur la face avant. Les trous sont d'ailleurs en 5 mm, ce qui compense un peu les pegs présents sur les cassettes Siege. Et Eject est bleu transparent. Normalement, il est juste bleu opaque, mais pour Legacy, ils ont décidé de faire d'Eject l'arme à Energon de Blaster. C'est le gimmick de la gamme, appuyé jusqu'à Metroplex Cybertron, le titan de l'année, dont la fonction est de miner l'Energon. Au moins, il n'est pas entièrement transparent. Sa tête, son dos, ses bras et ses cuisses sont gris. Mais ça a de quoi faire peur pour sa solidité. Eject se transforme très simplement, malgré la tête un peu difficile à sortir, en un petit robot très bien fait. Son cou, ses coudes et ses genoux sont sur ball joint, et ses épaules et ses hanches sont sur des axes universels. Il est mieux articulé que Frumble Siege et mieux proportionné. Il y a même des ports 5 mm qui se retrouvent sur les avant-bras, à la différence des pegs 3 mm au bout des mains des robots cassettes des Decepticons. Et en mode cassette, Eject tient évidemment dans Blaster. C'est solide et pas trop juste pour l'y rentrer, ce qui est mieux que certaines cassettes de Soundwave qui ne logent pas dans son torse.
Maintenant, j'attends avec impatience des packs de cassettes Autobot vendus encore classe. La transformation de Blaster est assez classique et se devine depuis l'arrière, mais montre quelques points uniques. Déjà, les panneaux qui cachent les bras peuvent être plus difficiles à sortir de leur emplacement. Ils sont coincés derrière le panneau du bas, ce qui les rend difficiles à glisser en place malgré la force à appliquer pour les y mettre. Les pieds sont difficiles à sortir aussi si on n'utilise pas l'articulation de la cheville pour y accéder. Et sur les tibias, le panneau rond central tourne pour révéler de faux haut-parleurs, qui sont cachés en mode alternatif. Je n'avais pas remarqué cette étape lorsque je l'ai transformé la première fois, mais je trouvais bizarre que ces pièces bougent un peu quand je les touchais. Enfin, les bras sont simples mais restent uniques. L'avant-bras est replié par-dessus le coude pour les réduire, et je trouve ça très malin. Je ne regarde pas les instructions quand je transforme une figurine, et je ne m'étais pas renseigné sur cette transformation avant. Et j'ai été très surpris de découvrir une manipulation aussi simple mais si ingénieuse. Et Blaster est tout aussi réussi en robot qu'en mode lecteur cassette. Il faut dire que pour un robot qui se transforme en pavé, c'est simple de ne pas faire n'importe quoi. Sa tête est plutôt celle du dessin animé que celle du jouet avec ce casque rond et ses sortes d'oreilles qui surmontent un visage presque trop strict. Le corps ne présente aucun détail supplémentaire et les bras n'ont pas grand chose de particulier. Je note quand même les énormes creux dans les avant-bras qui sont dus évidemment à la transformation. Et pour les jambes, je ne peux que répéter à quel point le fait de cacher les haut-parleurs en mode alternatif est malin. Les différentes rotations des jambes permettent d'avoir une transformation qui utilise les genoux plutôt que des pièces supplémentaires, tout en gardant un poignet sur l'extérieur des jambes. Pour ce qui est de l'idée des fausses pièces, elles ne sont pas trop éloignées des vraies et je trouve qu'elles pourraient bien passer pour des haut-parleurs latéraux si on les rentre pas dans la transformation. Ce qui tombe bien puisque j'ai tendance à les oublier. Concernant le dos, c'est l'enfer. Vraiment, on a une jupe arrière, c'est la pire chose qu'on pouvait avoir. Bien sûr, c'est sarcastique. Beaucoup de monde se plaint de tel panneau, mais je trouve que ici, c'est vraiment minime. Le dos est très propre puisqu'il ne sert qu'à s'ouvrir pour la transformation. Même les jambes voient leurs panneaux se comprimer très proprement, et je trouve ça superbe. Encore une fois, le rangement des armes est pas super. Dans le dos, ça donne pas très bien. Par contre, c'est pas mal une fois dans la main. En parlant de main, sa main droite est moulée avec l'index un peu tendu, pour faire comme s'il appuyait ses propres boutons pour éjecter, eject. Et s'il peut le faire, c'est grâce à ses très bonnes articulations. La tête de Blaster est sur un ball joint assez libre et expressif. Les épaules sont standards et les coudes plient à angle droit. Par contre, on peut utiliser l'articulation de la transformation pour lui permettre d'atteindre plus facilement ses boutons. L'articulation de transformation du poignet n'est pas bloquée en place, ce qui permet de rentrer un peu la main pour aider encore plus. Mais justement, la main bouge comme ça mais ne tourne pas, et je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé que le poignet soit articulé, mais on a déjà un Voyager constitué d'un robot pas trop simple et sans creux, avec une cassette bien articulée à côté. Je pense que le prix est déjà justifié. Ensuite, le reste est normal pour un Generations actuel. Bassin articulé, hanche sans aucune limitation et genoux qui plient à 90 degrés. Et pour le pied, la cheville s'incline, mais le pied peut difficilement se remonter et donner une impression de marche. L'articulation est trop serrée et peut montrer des crans qui empêchent une composition fluide des poses. Et honnêtement, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur Blaster. Il n'est pas particulièrement impressionnant ou complexe, il est juste bien fait. C'est comme Grimlock de la semaine dernière, c'est une reproduction réussie d'un personnage dont on attendait une bonne version depuis longtemps. Il est amusant, très beau dans ses deux modes, et Eject est possiblement la meilleure cassette de ce format, malgré mon amour pour le mode et les couleurs de Frenzy. Et pour info, c'est du bleu que je parle. Blaster est une recommandation pour ceux qui aiment les cassettes et les robots qui les transportent. Loin d'être un mode particulièrement révolutionnaire, il est comme beaucoup de Generations récents. Il prouve que, sans rien d'extravagant, mais avec un peu de travail pour le rendre élégant, on peut avoir de bonnes figurines de beaucoup de personnages que la franchise aura laissé de côté pour les collectionneurs. Et c'est tout pour moi et mon tour de Blaster Legacy. C'est une très bonne figurine qui passe parfaitement parmi les studios Series 86 et autres versions récentes de personnages du film. J'espère que la review vous aura plu, j'attends vos commentaires juste en dessous. Merci à vous d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Faites un tour sur l'Arche sur Discord si vous voulez savoir ce que j'ai et qui pourrait arriver prochainement en review, ou pour discuter avec le fandom Transformers francophone. Mon Utip est également en description si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay down, fin de jour et salut.